Angelo, Mmh. bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu présent. Et vous qui disiez préférer écouter qu'être écouté, bah, aujourd'hui, c'est nous qui allons vous écouter. Vous êtes né au début des années 40, dans le centre de l'Italie, Absolument. où vous avez grandi, jusqu'à ce que vous partiez faire vos études de sciences politiques à Rome. Et là, on peut lire aussi que vous commencez à travailler chez Carossa, grande maison de couture romaine. Et alors là, il y a un truc qui m'échappe. Donc, sciences politiques, mode, Alors, comment ça s'est passé en fait? Sciences politiques à cause de mon père et mode à cause de moi. Donc j'ai dû... Grâce à vous plutôt. Enfin non, c'est parce que je voulais absolument faire ça. C'était un métier pas du tout connu. Et donc, mes parents ne pouvaient même pas imaginer que c'était une chose possible. Donc j'ai dû faire Sciences Po le soir. Et pendant la journée, le même jour, je suis allé présenter mes papiers à l'université. Alors, vous dites pas, vous dessinez. Mes papiers à l'université. Je dessinais depuis toujours, étant tout petit. Et vous dessinez des robes, Je dessinais des gens, je dessinais... Voilà. Et en même temps, je connaissais donc un mannequin, une fille très sympathique, qui m'a présenté dans cette maison de couture dans laquelle elle avait travaillé. Dans cette maison, on m'a dit, si tu veux, tu peux rester. Et donc, c'était comme un stage. À l'époque, ça s'appelait peut-être pas stage. Et je suis resté jusqu'au moment où j'ai dit, je ne peux pas rester, tout en disant à mes parents, il faut que je reste à Rome parce que les papiers ne sont pas comme il faut me refaire tout, on a tout. Voilà. Donc, ils ont dit, bon, parce que Sciences Po, j'avais pas besoin d'être là tous les jours, si tu veux, à Sciences Po. Des études, je pouvais me présenter pour les, voilà. Mais alors, donc, le dessin, finalement, quand vous êtes rentré chez Carossa en tant que stagiaire, vous dessiniez pour eux? Pas très bien, mais j'étais le dernier assistant. À l'époque, il y avait beaucoup d'assistants. Mais est-ce que vous avez appris là-bas le modélisme, la coupe, un peu tissus, quand même, oui, bien sûr. Parce que c'était une maison de haute couture. Oui, bien sûr. Donc, il y avait que ça. C'était que ça, donc vous avez appris la technique. J'ai appris la technique italienne de l'époque déjà, qui était très différente de la technique française. J'ai appris à dessiner des choses techniques que je ne savais pas faire, parce que les autres assistants m'ont appris à dessiner la dentelle, le tulle, le tweed, le jacquard, enfin. Mais est-ce qu'en fait on peut dire que le dessin c'est une chose, c'est l'aspect superficiel du vêtement, on va dire, et ensuite la technique, comment c'était construit à l'intérieur? Alors je dirais pas superficiel. Non, alors, le dessin est la chose qui fait que la personne qui fait le vêtement a devant les yeux ce qu'elle doit faire. Sans le dessin, c'est plus compliqué. Parce qu'il faut beaucoup expliquer, beaucoup être à côté, beaucoup regarder sur le mannequin de bois, alors qu'avec un dessin pas mal fait, tout va plus vite. Et ça, je l'ai appris, je l'ai compris même beaucoup plus tard, quand j'ai travaillé pour des maisons japonaises, chinoises et autres. Donc le dessin est quand même assez... il n'est pas basique. Si on a beaucoup d'idées, c'est aussi bien. Mais ça sert à quelque chose. Après, il y a la technique. Quand vous travaillez dans la haute couture, vous avez des ateliers avec des premières d'ateliers qui font donc les modèles, qui sont souvent des génies. Donc, au début, j'ai regardé ce que ces gens faisaient. Bien sûr, j'ai un peu appris. Est-ce que ça vous a servi dans votre carrière plus tard pour connaître comment fabriquer tout un vêtement? Bien sûr, ça sert toujours. Même si finalement... Parce qu'après, vous dessinez plus des choses étranges. Oui, donc qui sont irréalisables. Voilà. Donc, vous restez chez Carossa quelques temps. Je reste 3 ans ou 4 ans, je ne me souviens plus. Et puis Paris, chez Patou. Alors là aussi, comment ça se passe d'arriver chez Patou Parce que je voyais qu'à Rome, je n'avançais pas. Oui, mais Michel Goma, comment est-ce qu'il vous a connu? Ah ben parce que je suis arrivé à Paris, j'ai fait le tour j'avais avec mon grand truc de dessin, j'ai fait le tour de pas mal de maisons de couture. On m'a dit peut-être, chez Dior, on m'a dit ne voyez plus personne. Monsieur Bon va sûrement vous recevoir, c'est formidable, qu'est-ce que c'est bien, enfin quoi. J'ai attendu dans mon hôtel pendant 3 jours, personne ne m'a appelé, j'ai rappelé, on m'a dit, eh ben, on a tellement dit que c'était bien que Monsieur Bon ne veut même pas voir les dessins de peur que tout d'un coup, ça va peut-être influencer. J'ai fait d'autres maisons et à la fin, je suis arrivé chez Patou
Et j'ai vu Monsieur Goma qui a regardé mes dessins, qui a dit écoutez, on vous enverra, à l'époque c'était des lettres. On va vous écrire d'ici 15 jours. Je suis rentré en Italie, 15 jours après, j'ai reçu la réponse comme quoi j'étais engagé, car on ne pouvait pas arriver ici si on n'avait pas un contrat. Un contrat de travail. Voilà. Et donc je suis arrivé ici. Alors, je suis allé à la préfecture de police, j'ai fait ma carte de séjour, ma carte de travail, enfin, j'ai tout fait. Mais c'était quand même formidable pour vous d'arriver chez Patou. À l'époque, c'était quand même le Graal, Patou, en France. C'était formidable. Incroyable. C'était Michel Goma vendait en haute couture des patrons papier et des toiles et des choses comme ça aux acheteurs. Je pense que c'était une des maisons qui vendait le plus. Mais c'était une des plus anciennes maisons de Paris aussi. Ça oui, mais c'était avec lui que ça avait repris. Jean Patou, finalement, il a très peu travaillé dans sa propre maison. Ensuite, ça a été une Enfin, il a travaillé, il est mort en 36 quand même. Oui, mais enfin, on est déjà loin. Il a fait sa maison. Exactement, mais il y a une Après, il y a eu tout un moment un peu plus bas. Ouais. Et Michel Goma a vraiment redonné à cette maison une vraie... Enfin, ça existait vraiment. Et donc, j'ai été son assistant formidable. Donc, j'ai été un très bon assistant. Bah sûrement, parce qu'ils vous en rappelé plus tard. Très bon, très bon. D'ailleurs, ensuite, vous partez aux États-Unis. Ensuite, comme je vois que je sais pas tout, j'arrive pas à faire plus. Qu'est-ce qui se passe encore? Pareil. Je vois bien que Michel Goma veut bien me garder toute sa vie, mais qu'il ne me fait pas avancer, forcément. C'est vous qui le faites avancer. Non, non, je fais des choses. Je suis en plus en admiration pour beaucoup de choses de ce monsieur qui a... Mais là, vous avez quel âge, là? 25, 30? J'ai 25, 26, 27. À ce moment-là, Michel Goma... Lui, il avait 9 ans de plus que moi. Ah, mais rien. Pas 30 ans, quoi. Ah oui, c'est pas beaucoup. Si, 30 et quelques. Non, mais pas, il n'avait pas 60 ans, je veux dire. Donc en fait, vous étiez quand même presque de la même génération. Donc il y avait forcément une compétition quand même... Ben, disons que c'était sa maison. Enfin, pour moi, c'était sa maison. Hein. C'était sa maison. Voilà. Donc, vous partez aux États-Unis. Et là, ce qui m'intéresse là, c'est que vous vous intéressez, non pas à la couture qui aux États-Unis n'existe pas, mais ils sont beaucoup plus en avance pour le prêt-à-porter, l'industrialisation. Alors, attention, chez Patou, j'avais suivi aussi le prêt-à-porter de Patou qui était fait chez Mendes, comme toutes les maisons de couture. J'allais vous dire, mais vous connaissiez Monsieur Grimbach à l'époque? J'ai connu Monsieur Grimbach à ce moment-là, Parce que Didier, il était très aussi, enfin, comme j'ai pas mal... bien sûr. C'est vrai qu'on voit qu'il est très intéressé par le prêt-à-porter très tôt. Ah ben, puisqu'il diffuse aux États-Unis les lignes prêt-à-porter des grandes maisons avant de s'occuper de Saint-Laurent et tout. Et Patou vendait beaucoup de prêt-à-porter chez Mendes. Donc à New York, vous rencontrez... Donc à New York, je me trouve une place très vite dans une maison qui s'appelait Silverman, qui était une maison de prêt-à-porter robes. Quand c'était robe, c'était robe. Quand c'était tailleur, c'était tailleur. Quand c'était manteau, c'était manteau. Il y avait des spécialisations comme ça. Absolument. Sur la 7e avenue, comme tout le monde, au 30e étage. Et je comprends ce que c'est que le prêt-à-porter de mass production, vrai. Des milliers de vêtements, les mêmes, qui étaient envoyés dans toute l'Amérique tous les jours. Ce qui n'existait pas encore en France. Pas il y avait, mais c'était pas très joli. Et c'était souvent pas très joli. Alors que là, c'était très bien fait. Et c'était souvent d'inspiration, forcément, de ce que la couture faisait à Paris. Et en Italie déjà, à ce moment-là, l'Italie commençait à faire de la couture qui se voyait. J'ai travaillé avec eux, mais très vite, j'ai eu une lettre de la maison Carosa qui me demandait si je pouvais faire leur collection. J'ai dit oui, mais je ferai mes collections vraiment. Donc je serai le responsable. Donc là, vous deveniez directeur artistique. Ce qui n'existait, le mot n'existait pas, mais on disait le modéliste, je crois. Le modéliste. Je crois qu'on disait ça comme ça. C'est moins glamour, le modéliste. J'ai demandé à mes patrons américains s'ils acceptaient que j'aille 2 fois par an en Italie pendant 1 mois et demi à chaque fois pour faire la couture. Ils m'ont dit oui. Et puis nous serons aussi les acheteurs. Donc, dès la première saison, ils sont arrivés avec toute la 7e avenue et derrière la 7e avenue, les grands journaux, parce que les magazines américains et les acheteurs américains ont toujours travaillé ensemble.
Main dans la main, vous voulez dire. Ouais. Oui, on n'avait pas... Enfin, les photos, souvent les photos de Bazar de l'époque ou de Vogue américain de l'époque, étaient les photos, beaucoup de ce que eux avaient acheté et qu'ils pouvaient répéter. Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc, j'ai eu tout de suite de Vogue, Bazar, tout ça, avec eux. Mais Donc, vous avez senti à ce moment-là quand même que le prêt-à-porter allait bientôt devenir pas du tout à ce la moment-là, non. couture. Non. En fait, c'était quand même beaucoup plus approprié à la vie moderne, entre guillemets, même si elle était peut-être Pas encore à ce l'époque. moment-là, Ouais, pas parce encore. qu'on parle des années 68, 60, là. Ouais, c'est ça, ouais. 69, Fin 70, pas encore. J'ai eu un énorme succès chez Carosa, beaucoup vraiment, des pages de magazines formidables. À l'international, parce que À l'international, oui. Carosa, c'est pas une maison. Mais à Paris, très personne connue. ne connaissait rien. Ouais, ah oui. À Paris, on Ouais. connaissait Capucci parce qu'il était venu défiler ici. Mais sinon, on pensait qu'il y avait rien. Alors que l'Amérique connaissait déjà la haute couture italienne. Donc, mon grand succès était plutôt un succès américain. D'accord. Voilà. Et c'est grâce à ce succès américain que les dames merveilleuses de Vogue américain ou de Bazar américain ont dit au propriétaire de la maison Patou que j'avais un très C'était grand Jean succès. déjà, Jean de Mouy? Non, non. C'était son Jean grand... était tout petit. Oui, C'était son grand-père. Son grand-père. Et donc, j'ai été au bout de, je ne sais plus, 3 ans, je crois, rappelé par Patou en disant que Michel Goma ne pouvait pas tout faire, il devait faire que la couture, pas le prêt-à-porter. Est-ce que Et les accessoires, j'ai lu. Oui. Mais non, mais c'est intéressant Mais de il n'y en savoir. avait pas beaucoup à l'époque. Justement, quand j'ai lu ça, haute couture, il différencie vraiment haute couture, prêt-à-porter, accessoires. Est-ce que dans une maison comme Patou, il y avait déjà, donc, On est-ce que faisait- c'était les proportions, le prêt-à-porter, c'était Rien, quoi par rapport on à la fait- couture? Ah, le prêt-à-porter était une collection à part. Oui, mais qui, en pourcent, il y a beaucoup de femmes qui achetaient le prêt-à-porter chez Patou. Donc, C'est pas des femmes, c'est des magasins. Ou les magasins, bien sûr. Donc, oui, enfin, pardon. Bah, Oui. c'était des acheteurs, oui. Non, ça commençait. Ça commençait. Oui, ça Et les commençait. accessoires aussi, c'est rigolo parce que tout ça, c'est venu bien plus tard en tant que... Mais les accessoires, il faut se remettre ça bien dans la tête, qu'à l'époque, les accessoires existaient peu. Oui, c'est ça. Il y Ouais, ouais, je suis avait, d'accord. on faisait 3 bracelets. 3 chapeaux. Oui, non, chapeau, il y avait une vraie collection Chapeau, chapeau. gants. Je sais pas ce qu'on mettait. Non, Les chaussures. on faisait pas du tout. Chaussures, on faisait pour les collections, mais pas... Enfin, il y avait quand même des maisons comme Dior qui avaient plein de licences. Collants, Ça, c'est autre chose. les colis-fichets, les Oui, machins, tout mais ça. c'était là. pas Mais- des accessoires faits par la maison. Non, mais c'était sous leur nom. Oui, oui, sur leur nom. Chez Patou, il n'y avait pas toutes Il y ces avait pas licences-là, non, non. Ok. Et donc, oui, et donc j'ai accepté. J'ai donc quitté, Vous avez artistiquement dirigé avec Michel Goma ensuite, donc pas tout. pas du tout, parce Ah que oui. forcément, Michel Goma De pas être content. n'a pas été très content de ça. Et donc, j'ai dû faire ça un peu à part, ce qui m'a causé un vrai problème de tête, parce que moi, j'aimais beaucoup ce monsieur. Et c'était grâce à lui que j'avais quand même appris énormément de choses, énormément. Et grâce à ses ateliers, qui étaient sublimes, voilà, que j'ai regretté après toute ma vie. Quoi Le fait de plus avoir des ateliers aussi merveilleux Donc vous êtes chez Patou, on est au début des années 70. en tant que prêt-à-porter. Pour le J'ai prêt-à-porter, mais la couture aussi. fait la couture à Finalement, il faire est parti, Michel Goma, c'est ça très ce qui s'est vite. passé? Très vite, il est parti. Ok, là, Et donc, à ce moment-là, on m'a redonné la couture aussi. Ouais, bien sûr. Alors qu'avant, il fallait que les deux soient distinctes, parce que les deux collections... Mais il y avait déjà des défilés prêt-à-porter Oui. qui étaient différents de ceux de la couture. Donc Absolument. chacun venait saluer son défilé, quoi. Oui, oui, Il y avait un deux défilé. stars à la tête de Patou. Oui, mais encore une C'était fois, moins médiatisé mais c'est pas qu'aujourd'hui. la blablabla, ouais. couture défilait dans la maison, le prêt-à-porter défilait dans la maison. Ce n'est que un tout petit peu après, on a commencé à dire que on faisait des défilés communs avec les autres pour le prêt-à-porter. Et on a défilé tous ensemble, Ouais. il me semble, porte-maillot, la première fois. Et voilà. Mais au début, c'était à la maison avec les acheteurs qui étaient conviés et la presse qui était conviée. Voilà, point. Donc on avance, on fait un saut de quelques années. Non, il y a cette Non, histoire des donc robes. c'est là très où- importante. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Alors, c'est il ça s'est qui a- passé ouais. que la fois où on... Deuxième défilé, on lit ça. À votre deuxième défilé, vous Peut-être. improvisez C'est possible. des robes Parce que faites de on m'a foulard. dit, Alors qu'est-ce qui se passe? on m'a dit que je ne devais pas faire plus que 100 modèles dans la collection de prêt-à-porter.
j'ai fait les 100 modèles qu'on m'avait demandé. Et tout d'un coup, on me dit que nous défilons avec les autres, c'est-à-dire qu'il y a Dior, Chambin, Givenchy, etc., sur un vrai podium, avec la collection de prêt-à-porter. Et moi, naturellement, dans les 100 modèles, j'ai pas du tout des robes un peu habillées, pour finir au moins un final. Et on me dit, 100 modèles, c'est 100 modèles, c'est ce qu'on vous a dit, et on va défiler. Et moi, je trouve que c'est pas normal, parce que j'imagine que quand on était Chloé, tout ça défilait en même temps. J'avais fait des grands foulards pour la boutique, pour la saison courante. Donc je descends à la boutique, je prends une dizaine de ces foulards qui étaient toutes les couleurs, c'était uni avec une grande bande noire autour, que vous voyez dans des vieilles photos de Marie-Claire ou de elle, et j'improvise sur des mannequins des robes faites avec ces foulards en mettant des liens pour nouer les foulards ensemble, pour faire, voilà. J'en fais pas mal dans un atelier un peu caché pour que ça ne devienne pas des vraies robes du soir. On dit foulard. Donc personne ne pouvait me dire que je fais plus de vêtements. Et donc on défile avec ça, ça a beaucoup plu à la presse, énormément. C'est ça qui vous a... C'est peut-être que là a démarré l'ADN stylistique dont je veux parler. Oui, absolument. Les robes foulards. Oui, voilà. Que vous avez ensuite décliné tout ce que vous dans voulez. toute votre carrière, sous toutes les formes. Parce que là, les vestes, les manteaux, les jupes, il y a toujours du foulard quelque part, presque. Disons que c'était à la fin, c'était des vêtements qui partaient toujours d'une coupe au carré, et qu'à partir de ce carré, ça devenait des manteaux, des robes ou tout ce que vous voulez. Voilà. Est-ce que j'ai une question un peu spéciale. Bref, je me demandais, est-ce que le fait qu'on vous ait attribué donc ces créations, les robes, foulards, etc., est-ce que finalement, ensuite, par la suite, ça vous a pas un peu emprisonné dans ce code stylistique et finalement, vous n'avez pas pu en sortir, même si vous avez fait d'autres choses, bien sûr? Eh ben, c'est toujours, je pense que malheureusement, c'est toujours comme ça pour chacun des gens qui font ce genre de métier. On est un peu emprisonné dans une case. Et en plus, c'est les rédactrices qui formalisent, bien sûr. Veulent. Et donc, ensuite, à la fin, vous êtes l'homme de ça. Et si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas bien. On m'a dit souvent après, ça non, ça fait pas Tarladzi. Ouais, voilà, alors, ça fait pas Tarladzi. Qu'est-ce que ça faisait, je ne sais pas. Mais bon, donc vous êtes un peu, bien sûr, prisonnier d'un certain type de vêtements. Après, j'ai fait beaucoup de vêtements. Quand le stretch est sorti, j'ai fait aussi beaucoup de vêtements avec ce nouveau tissu qui était vraiment quelque chose d'incroyable. Des vêtements beaucoup près du corps et donc qui étaient... C'était l'époque aussi qui voulait ça, non? Les femmes avaient... pour moi, grâce à ce tissu qui était nouveau. Comment on appelait ça, là? Les femmes avaient des corps dans les années 80, c'était oui, mais ça a été grâce à ça. À ce tissu, enfin, cette nouvelle manière de pouvoir mouler le corps. Tissu, c'était quoi? C'était lycra, enfin, je sais plus. Oui, c'était un mélange de fils de coton, de soie, de laine avec du lycra. Et donc c'est intéressant. Alors donc on pourrait dire que les progrès scientifiques, technologiques, changent la mode. Absolument. D'ailleurs aujourd'hui il n'y a que ça qui change la mode. Oui, bien sûr. La matière. Oui, la matière. Mais il me semble que depuis toujours ça a été comme ça. Ouais. Il y a eu très peu de nouveautés dans les tissus tout au long de toutes ces années. Mais à chaque fois, quand ils ont inventé, je sais pas moi, dans les années 20, le crêpe de Chine, ça a été une vraie différence avec les tissus d'avant qui étaient raides, qui étaient durs. Voilà, il y avait chaque nouveau tissu a donné forcément une nouvelle mode. Ouais, une nouvelle silhouette. Oui, une nouvelle silhouette. De l'allure. Donc là, nous sommes chez Patou, dans les années 70. Et là, tout d'un coup, vous êtes quand même dans une des plus belles maisons françaises. Oui, ça marche très bien. J'ai beaucoup de presse. C'est confortable. En plus, tout va, oui, c'est confortable. Vous avez des équipes, mais des tout d'un coup, moi, je me sens passe pareil. Je trouve que ça va pas plus loin, que le prêt-à-porter ne se vend pas autant que je veux, et je dis que c'est de leur faute parce qu'on est déjà les deux. Je suis le deuxième styliste à faire du prêt-à-porter après Goma, disons, et que ils n'ont pas parce que en fait il n'y avait pas un vrai service commercial. On connaissait pas rien de tout ça parce qu'ils avaient. D'ailleurs, le prêt-à-porter Patou était vendu
Chez Patou, j'imagine. Chez Patou, ailleurs, et il y avait où des magasins. Dans les grands magasins et tout ça? Dans des magasins, Des en multimarques, à Amérique. l'époque, ouais. Oui, dans les multimarques. Mais pas assez. Et donc, je trouvais que c'était de leur faute. Et donc, j'avais signé un contrat pour 6 ans, renouvelé 6 ans, quelques mois avant. Et après, j'ai dit, je m'en vais. Alors, je suis allé chez mon avocat de l'époque, qui m'a dit, mais enfin, on a signé il y a quelques mois. Oh non, non, il faut me libérer, tout ça. Je ne veux pas rester. Et je suis parti au bout de quand même 10 mois, parce que le propriétaire de Patou, qui était merveilleux, m'a dit, vous partez pas avant de m'avoir dit qui je dois prendre à votre place. Et donc, j'ai cherché, et puis on a trouvé mon assistant de l'époque qui a continué. Qui s'appelait comment? Qui s'appelait Roy Gonzalez. Ok, ouais, ok. Avant la croix. Tout de suite avant la croix. Ouais, c'est ça, ouais. Donc je suis parti. Monter votre propre maison. Et je suis parti. Ah, vous saviez pas encore? Vous n'aviez pas l'idée de monter j'ai espéré à ce moment-là de rentrer chez Lanvin, parce que le merveilleux, sublime même styliste de Lanvin, qui s'appelait Jules-François Craet, qui était génial, m'avait dit moi je voudrais que vous preniez ma place chez Lanvin. Et parce que lui, il voulait partir à la retraite. Et puis ça s'est pas fait. Et entre-temps, les dames de Elle et de Marie-Claire et de Vogue me téléphonent pour me dire que la maison Patou a décidé que dans les photos de la saison qui vient, il faut enlever mon nom, parce que je suis parti et que maintenant il faut mettre que Patou. Et donc tu vas te retrouver sans photo, sans ton nom, dans les journaux qui vont sortir. Donc, à l'époque, on mettait déjà, hein. Patou, Angelo Talazzi, ok, d'accord. Alors, on m'a dit, tu dois nous faire des modèles, parce que sinon, il n'y aura pas ton nom. Ah oui, tu vas disparaître de la presse. Voilà. Alors, j'ai fait 3-4 jupons que j'ai fait faire à une couturière très sympathique. Et ces jupons ont fait le tour de toutes les rédactions des magazines. C'est ceux dont parle la fille de chez Victoire, en tulle, là? Non. Non, ça c'est un peu plus tard. Non, oui, ça c'est plus tard. C'était des jupons, je sais pas si c'était de la popeline de coton, je crois. Et donc ils ont fait des photos partout, même dans plusieurs numéros différents de magazines, parce qu'à l'époque on s'en foutait complètement. Et toujours en vente chez Victoire. Ah, quand même, chez Victoire. Oui, mais c'était faux, il n'y avait pas. Oui, il n'y avait pas dans le Il y avait 3. Ça n'existait pas, la marque. Ça n'existait pas. Donc, les dames qui arrivaient avec à l'époque, les dames arrivaient avec le magazine en disant, je veux ça. Et on disait, n'est pas encore arrivé. Et puis, un mois après, je veux ça, on n'a plus rien. Voilà. C'est quoi la galerie? Parce que je lis aussi que vous avez présenté votre première collection dans une galerie d'art, comme Paco Rabanne. Donc, après ça, oui. Après ça, on m'a dit, maintenant, tu dois faire une collection. Chose qui n'était pas du tout prévue. Et j'ai fait donc une collection que j'ai présentée chez une amie qui s'appelait Anne-Sophie Duval sur le quai Malaquais. La galerie existe toujours, puisque c'est sa fille qui l'a reprise. Donc on a enlevé tous les meubles de la... C'est une galerie, un antiquaire. Un antiquaire. Et on a fait ce défilé, et ça a été très bien. Ça devait être tellement sympathique ces défilés à l'époque. Pas du tout organisé comme aujourd'hui. Non, mais les autres faisaient déjà des vrais défilés. Oui, mais quand on démarrait. Mais moi, j'avais toutes les filles de Elle qui m'ont aidé parce que moi, je pouvais pas payer les mannequins. Bah oui, alors comment ça se passait à ce moment-là? C'était que des copines? Les dames de Elle ont dit, si tu fais pas ce défilé, c'est terminé. Vous diriez qu'à l'époque, toutes ces rédactrices qui étaient des femmes formidables, quoi. Elles avaient un pouvoir, est-ce qu'elles l'ont encore aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne sais pas si elles ont encore un pouvoir. C'est vrai qu'on sent quand même qu'elles ont à ce moment-là vraiment pu influencer, sans elles, j'aurais jamais fait de et maison. propulser leur chouchou, à chaque fois. J'aurais jamais fait de maison sans les filles de Elle et Marie-Claire. Vous ne devez pas être le seul. Et Vogue. Et Francine Crescent, beaucoup. C'était les 3 pôles qui décident, enfin, je sais pas si elles décidaient, mais en tout cas, pour nous, non seulement elles nous donnaient des idées, il faut dire que dans ces magazines, les vêtements étaient présentés de façon très différente. Le style de Elle était là, le style de Marie-Claire était, mais avec le même vêtement, ça devenait, complètement différent. Donc, c'est vraiment grâce à elle que moi, j'ai travaillé.
C'est vachement intéressant. Ça. Voilà, c'est donc j'ai fait ma maison. uniformisé qu'aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore comme ça. Peut-être que quand on est très copain des dames de Vogue américain, on a plus de chances de vendre aux Américains. Non, mais ce qui est peut-être un peu triste aujourd'hui, c'est que souvent dans la presse, les séries mode sont en total look. Donc en fait, la proposition, l'entité du journal, l'ADN stylistique d'un journal est moins forte. C'est possible. Qu'à l'époque où chacun s'amusait avec le vêtement et l'associait, il dialoguait avec Disons qu'aujourd'hui, il y a des dames des magazines qui sont devenues des stars et qui ont compté sur le choix, souvent, du styliste dans certaines maisons. Et donc, voilà. Donc, c'est encore plus qu'autrefois, si on veut. Puis le styliste de l'époque, c'était pas la même chose que le directeur artistique des années 2000. Aujourd'hui, d'abord, eux gagnent 1000 fois plus que ce qu'on gagnait nous. Mais en même temps, il faut que ça marche. Que chez nous, moi, mettons chez Patou, ça a marché au bout d'au moins de 2 ans. Ça n'a pas marché tout de suite. Vous avez laissé 2 ans, alors qu'aujourd'hui, on laisse une saison. Quoi. On trouvait que bon, il fallait du temps, voilà. Et aujourd'hui, ça va très vite. Hein. Si ça marche pas, hop. Mais tout est un peu comme ça, donc c'est pas seulement dans la mode. C'est vrai que ça va très vite. Les images vont vite aujourd'hui, beaucoup plus vite qu'avant. Et les vêtements vont vite. Quand vous pensez qu'autrefois on faisait 4 collections par an. Déjà, pourquoi 4? Parce qu'il y avait des pré-collections et collections. Il y avait déjà ça? Oui, oui. On n'avait pas juste printemps-été, automne-hiver? Non, parce que on vendait pas. Il fallait vendre avant. Donc, quand la collection Podium arrivait, c'était déjà trop tard pour. Donc, il fallait faire une petite collection avant. Donc, vous lancez Tarladzi. Donc, Tarladzi. Et attendez, est-ce que vous aviez un espèce d'homme d'affaires avec vous? Ah, j'avais un copain avec qui j'ai commencé, qui répondait au téléphone, hein, et qui a fait aussi les premiers voyages au départ en Amérique pour voir comment ça se passait. Est-ce que chez Bergdorf, ils mettaient les vêtements comme il faut? Est-ce que chez... enfin, voilà. Qui a financé le lancement de Parce qu'en fait, on se demande au départ, comment tout ça seul. Se passe. Au départ, tout seul. Et très vite, j'ai eu un copain financier qui est arrivé et qui a donc financé la maison. Parce que souvent, on dit que quand même, ça marche souvent en binôme, les maisons qui ont réussi. Bien sûr. En fait, 2 personnes, il y avait le créateur et l'homme d'affaires. Et l'homme d'affaires. Bon, enfin, moi, je ne peux pas dire que j'ai eu un vrai homme d'affaires derrière moi, mais j'ai eu quand même un financement, absolument. Donc, nous arrivons dans les années 80. Là, vous êtes quand même, c'est vrai qu'on lit souvent, que vous avez inventé... Attention, pour suivre le financier, j'ai dû faire je ne sais pas combien de collections en plus ailleurs. Parce qu'il fallait remettre de l'argent. À l'époque, vous aviez votre ligne et vous bossiez pour d'autres marques. Pour d'autres marques. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant, cette schizophrénie créative. On s'interroge beaucoup. C'est possible? À ce moment-là, c'était un peu normal. Tout le monde a fait ça. Oui, mais après, ça s'est poursuivi aussi. Il y en avait, moins, maintenant. Moins, parce que, en fait, moins. C'est plus le même métier, presque. Il y a tellement de choses à diriger. Ça, je sais pas. Beaucoup moins. Ou enfin, Lagerfeld, il a, lui... le dernier. Ouais, le dernier. Et encore, il a fait 1 maison à la fin. 2 maisons. Quoi, Fendi, Chanel? Point. Ouais, à la fin, quoi. Ben oui, mais parce qu'il n'y a plus de maisons qui demandent ça. Nous, on était très demandés par toutes ces maisons italiennes qui étaient des fabricants et qui voulaient devenir une maison avec un nom. Une marque. Oui, une marque. Et donc, que ça soit, je sais pas, Anne-Marie Beretta, Claude Montana... Bailly, Mugler et tout, ils ont... moins. Christiane Bailly, elle a bossé pour plein de maisons. Mais ça, c'était bien avant nous. Oui, c'est un peu avant, c'est vrai. C'était vraiment une autre époque. Dans les années 60, là on parle des années 70. Là, moi, je parle même 80. Et ensuite 80. Oui, 80. Je dis que Claude Montana en faisait je sais pas combien, moi, Karl. Est-ce que votre nom était mis en avant dans ces maisons-là? Ah oui, on est d'accord. On savait pas, c'était fantôme, quoi. Mais les autres aussi, hein. Donc ça vous permettait de financer et de continuer à financer pour mes 30 et quelques % de chez moi. D'accord, ok. C'est intéressant. Donc, c'était caché. La presse ne parlait jamais de vous en tant que créateur chez vous. Je n'étais jamais dans les défilés. Je travaillais jusqu'à pas d'heure du matin le jour du défilé et je partais au moment où les vêtements partaient pour le défilé. Ok. Et vous étiez donc, en fait, pour vous, c'était la liberté absolue dans le sens où vous faisiez ce que vous aimiez. Et chez les autres, vous aviez, j'imagine,
des espèces de contraintes, enfin, non, même pas, parce qu'ils n'avaient pas vraiment d'identité stylistique non plus. Je faisais un peu ce que je trouvais bien pour ces maisons-là. Et pour essayer que ça soit pas du tout comme chez moi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive, quand on est créateur, à faire ce qu'on aime, ce qu'on aime le plus pour soi. Et pour les autres, ben, c'est autrement. C'est aussi intéressant. D'abord, je travaillais pour des maisons, mettons, des fois plus chères que chez moi. Donc, il fallait faire des vêtements plus chers, ce qui était différent. Et que ça se voit. Et que ça se voit à ce moment-là. Mais les matières aussi, j'imaginais tout ça, non? Oui, mais aussi les façons. Et enfin, et après, je travaillais pour des maisons très différentes. Si on travaille que la maille, je fais une maison de maille. Ouais, enfin, bon, des fois, je me suis retrouvé que certaines maisons défilaient presque les unes après les autres à Milan et qu'il y avait tout d'un coup des vêtements qui étaient vraiment presque identiques. Ouais, c'est ça. Et donc, on a trouvé que c'était à la mode. Ah oui, ça c'est pratique ça. Pour lancer une mode, finalement on fait la création partout et puis comme ça comme je savais aussi bien que les autres faisaient. C'est bizarre que l'inspiration soit la même dans toutes les marques. Enfin bon, voilà. C'est drôle. Voilà, on arrive dans les années 80. Et là, on vous dit quand même, il faut lancer Tarlazzi 2. Ah, par exemple. L'homme, ça m'interroge aussi. Ça c'est des logiques, c'est des logiques business? C'est quoi ces secondes lignes? De faire des secondes lignes? De faire des secondes lignes moins chères. Ouais. Voilà. Pour pouvoir, parce qu'on a trouvé que, parce que nous, on devenait de plus en plus cher en première ligne. La ligne Angelo Tarlazzi à l'époque, par exemple? Tarlazzi était vendu dans des boutiques, on en avait très peu. Ouais. On en avait, mettons, je sais plus, 4 ou 5. Après, la ligne pas chère était vendue moins chère. Ça a commencé au Galeries Lafayette et ça a continué dans plein de points de vente comme ça, dans lesquels la ligne chère était vendue à un étage et la moins chère était vendue à un autre étage. Et puis parce qu'on a commencé à avoir aussi des licences pour des sacs, pour des chaussures, pour des... Voilà. Et donc la maison s'est quand même un peu agrandie. On a eu surtout une énorme licence avec les Japonais. Donc et ça a payé. Ça, c'est la création qui était des créations qui étaient destinées qu'au marché japonais. Oui, c'était des collections. Une partie était la collection de Paris qui était copiée pour le Japon et une autre partie qui était faite exclusivement pour eux. Et alors, quand vous dites ça, ça veut dire parce que leur morphologie est différente? C'était quoi les... Parce qu'il y avait peut-être pas assez de modèles, disons, peut-être plus commerciaux dans notre collection et qu'ils voulaient des choses en plus. Mais c'est ça qui m'interroge, c'est que on dit souvent que la mode, c'était un marketing de l'offre. C'est-à-dire que c'est vous qui proposiez, en fait. Le créateur propose à un marché, à des clients. Et quand on s'adapte à un marché, il n'y a pas, en fait, on s'adapte aux clients et ça, c'est, intellectuellement, ça c'est pas dérangeant pour un créateur? Non, parce que vous n'êtes pas Léonard de Vinci, hein. Non, d'accord. Mais donc. Ok. Mais, vous avez vos propres idées, et on vous dit, voilà, pour la japonaise, il faudrait faire plus de pantalons en... Eh ben, oui, et alors, c'est pas ça qui va tuer. C'est pas ça qui va tuer votre créativité. Mais comme on a le sentiment que vous êtes un créateur assez sincère et authentique, c'est juste qu'à un moment donné, d'aller s'adapter à des marchés, je trouve que c'est toujours des démarches un peu étranges. À l'époque, on pouvait être sincère. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais ça a toujours été comme ça. Oui, mais aujourd'hui, c'était quand même c'était moins financier qu'aujourd'hui, quand même, la mode. Un peu moins. Vous pouvez pas dire le contraire. Moi, je sais pas. Aujourd'hui, je vois pas bien. Non. Parce que je suis pas dans les maisons mêmes. Oui, mais vous voyez, pas ces grands groupes, non, mais vous ne voyez que ça, mais il y a tous les autres. Bien sûr qu'il y a tous les autres, mais justement, on les voit plus, les autres. Malheureusement. Mais eux continuent, donc ça veut dire qu'ils vendent. Oui. Non, mais je suis d'accord. Mais oui, sinon, ils auraient déjà fermé. Ouais, mais oui, bien sûr, mais... Moi, je crois qu'il y a encore tout. Alors, on ne voit, en visible, on ne voit que les très grands pour des tas de problèmes, mais il y a encore des moins grands qui continuent à travailler sûrement bien. Et donc, le fait de s'adapter, c'est parce que ce n'est pas votre collection principale. Le Japon n'était pas comme aujourd'hui. C'était un marché un peu à part. Donc, oui. On adaptait des choses, on faisait des choses qui étaient un tout petit peu différentes. D'ailleurs, je fais un bond dans le futur par rapport aux années 80. Dans les années 2000, vous avez créé uniquement pour la Chine. Ah oui, après, donc ça a été encore autre chose. Ça, c'est encore... Là, c'était... C'était des collections en plus que je faisais sous mon nom avec les Chinois. Et là, vous étiez quand même dans une création sincère, vous diriez, ou bon? Si, c'était une création.
naturellement, il n'y a pas c'est pas les mêmes contraintes qu'ici. Ici, il y avait encore des podiums. Ouais. Donc, il y a des choses qu'on dit, en fait, pour le podium, quand même, des trucs qui sont presque pas vendus. Là-bas, c'était pas la peine. Donc, on faisait des collections de création, mais c'est une création possible à vendre. Voilà. Et d'ailleurs, à propos de vos vêtements, alors ça c'est intéressant, vous avez le sentiment d'avoir... Est-ce que le fait que ce soit portable dans la vraie vie des vraies femmes, c'était un critère intéressant pour vous, ou finalement vous privilégiez ce qu'on mettait sur les podiums sur des filles sublimes à l'époque, machin, et tout, qui n'étaient pas en vrai... Ça dépend. Vous faisiez un mix des deux? Oui, ça dépend. Il y a des choses qui... Il me semble qu'il y a des choses qui sont... On est très content parce que ça vous fait la couverture de Vogue. Et puis des choses dans lesquelles vous êtes très content parce qu'on vous dit que vous en avez vendu 1200. Oui, donc c'est un espèce d'équilibre, c'est où on met le curseur. C'est aussi bien. C'est aussi bien. Quand vous vendez beaucoup, vous dites que vraiment ça a plu. C'est ça qui est merveilleux. Oui, il y a des filles, il y a des femmes. Ça, vous ne voulez même pas savoir. Vous le voyez même pas, quoi. Vous êtes content à la fin de la saison quand on vous dit qu'on a très bien vendu. Parce que ça veut dire que vous avez eu raison. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, vous êtes quand même un des créateurs, et ça c'est peut-être assez rare dans les années 80, vous n'êtes pas dans la dictature comme ont pu l'être, on imagine d'autres grands créateurs de cette époque-là, qui avaient des silhouettes extrêmement structurées. Mais c'était pareil. Oui, mais quand même, on sent que leur mode, elle était beaucoup plus dictatoriale sur un certain plan. Vous avez toujours laissé quand même une certaine liberté aux femmes dans la manière dont elles pouvaient utiliser. En fait, c'est plus que vous leur avez donné des outils d'expression, plus qu'une mode à respecter de A à Z. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, moi, je comptais sur le talent des femmes à mettre un vêtement. Eux comptaient pas du tout sur ça. Ouais. Eux, c'était un vêtement tel qu'il était, et il fallait que la femme s'adapte au vêtement. Exactement. Moi, c'était le vêtement, il fallait déjà, il était assez compliqué à mettre, et puis les femmes pouvaient en faire un peu ce qu'elles voulaient avec ça. Mais ça, c'était assez avant-garde. Hein. Oui, c'est pour ça. C'était une façon de faire un vêtement, une façon de penser aux femmes d'une façon un peu différente. Voilà. Vous leur faisiez confiance. Absolument. Je pensais que les femmes ne pouvaient pas toutes s'habiller avec un truc très précis, mais qu'elles pouvaient jouer avec les vêtements. Et d'autant plus que toutes les femmes ne sont pas faites pareil. Et donc, on n'est pas toutes faites comme, je sais plus, à l'époque. Oui, mais même, etc. Bah si, c'est quand même, ça change la donne. Enfin, tout vêtement va mieux sur des filles bien foutues que des pas bien. Ok, mais en fait, dans la vraie vie, les vraies femmes, il y en a plein qui ont des grosses fesses on veut pas savoir. Je sais pas quoi. Non mais, ok. Oui, mais c'était moins, chez vous, c'est moins dérangeant, cette approche de la femme. Écoutez, à un certain moment, j'ai fait beaucoup de mailles. Parce que dans la maille, il n'y avait pas les ourlets à faire. Et que je trouvais les ourlets toujours une chose épouvantable. Tellement c'était difficile à faire. Et j'ai fait de la maille de plus en plus large. Parce que je trouvais que c'était très beau à voir des filles avec des trucs énormes. Voilà que on me dit que ça marche très bien parce que les dames un peu grosses pensent qu'elles peuvent acheter des 38. Et on leur dit que ça leur va très bien. J'ai vite arrêté. Mais c'est drôle, mais c'est ça, je suis sûre en plus que le fait d'acheter les 38 pour une ça dame, m'a beaucoup dérangé. Ah vous, mais elles étaient ravies. Eh oui, mais bon, j'ai arrêté. Vous vouliez pas habiller les tons français? Tout d'un coup, dans les magasins un peu bien, on me disait oui, parce que ça marche très bien pour les femmes. Oui. Mais elles existent. Fallait pas les négliger. C'est bien de pas les négliger. Vous dites, s'habiller est un travail. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, s'habiller est un travail. S'habiller bien est un travail. Se couvrir, ça va. Ouais. Et aujourd'hui, vous considérez que les femmes s'habillent aujourd'hui ou pas? Ah, il y a certaines qui s'habillent très bien. Et d'autres moins bien. On est quand même assez inégal avec ça, non? C'est dans le maniement de tout ça. Ça a toujours été. Alors, c'était plus facile à un moment où on aime une silhouette précise de mode, parce qu'on va chez le monsieur ou la dame qui font ça. À une époque, si vous aimiez Chanel, vous étiez habillé Chanel de la tête aux pieds, c'était forcément bien. Mais vous n'osiez pas ça existe encore, prendre... Oui. Si, bien sûr. Oui, mais c'est pas... Aujourd'hui, je trouve que c'est moins bien de le faire. Qu'à l'époque, pourquoi moins bien aujourd'hui?
Bah aujourd'hui, c'est mieux d'avoir une veste de Chanel qu'on met sur un truc ouais, différent. je suis d'accord avec vous. Tandis qu'à ce moment-là, Ouais. ça n'existait pas. Ouais. Donc, une fille qui allait chez Chanel, elle s'habillait comme ça de la tête aux pieds, et on pouvait rien dire. Vous trouvez que les femmes ont acquis de la liberté dans la manière de se s'habiller? Comme elles ont acquis une vraie liberté, c'est plus compliqué. Parce qu'il faut être un peu styliste pour bien faire. C'est vrai. Et d'ailleurs, je rebondis sur le vintage avec tout ça. C'est ardu, souvent, c'est pour ça que les sacs vintage ont un grand succès, parce que ça ne demande pas trop de connaissances. Puis parce que c'est un accessoire. Et en plus, voilà, de l'accessoire. Mais alors en mode, je perds ma chaussure du coup. Eh ben, en mode, c'est plus compliqué de faire dialoguer les créateurs, les décennies, etc. Bien sûr. C'est pour ça que je dis... C'est pas amusant aussi. Et d'ailleurs, la jeune génération, oui, il faut avoir... s'y attelle beaucoup. Pour eux, c'est un processus naturel. Disons qu'il faut avoir le goût, un tout petit peu l'argent, le temps. Un peu moins maintenant. Je vous assure qu'on trouve des trucs formidables pas chers. Oui, alors, pour trouver des trucs formidables, pas chers, et qui vont bien ensemble, et qui vont à la personne qui achète, c'est un gros travail. Ouais, c'est un gros travail. Un très gros. C'est vrai. Non, non, mais vous avez raison. Et en plus, aujourd'hui, on s'habille pour toute la journée, du matin au soir, on est habillé. Et puis, aujourd'hui, il y a eu, depuis un moment, le grand succès des accessoires, qui n'existaient pas autrefois. Donc aujourd'hui... Qui revendique quoi pour vous justement cet accessoire avec moins important avec le logo, les vêtements et plus important pour les dames pour les accessoires. C'est vrai que souvent elles me disent que l'accessoire ça leur permet de se singulariser. Ou pas. Ou pas, ou d'ailleurs ou pour être comme les autres. Le souhait est plutôt d'aller vers exactement l'homogénéité de... Aujourd'hui le sac Hermès étant devenu le truc du luxe. Oui, c'est très statutaire l'accessoire aujourd'hui. Voilà, qui n'est qu'autrefois on n'imaginait même pas. Comment elles faisaient à l'époque pour montrer qu'elles appartenaient à un certain monde si elles n'avaient pas l'accessoire alors? Eh ben c'était le vêtement. Ouais, mais alors justement, elles n'avaient pas plus de talent qu'aujourd'hui. Comment elles faisaient? Ah ben c'était plus facile parce que elles allaient chez Dior, chez Balenciaga, chez Givenchy et donc on reconnaissait les vêtements. Mais on peut faire ça aussi aujourd'hui, Angelo. Ben non, en couture, il n'y a plus rien de tout ça. Non, pas en couture, en prêt-à-porter. On va chez Balenciaga, on va chez Givenchy, mais c'est on va beaucoup chez Dior. beaucoup moins visible par rapport aux dames qui n'ont pas l'argent pour s'acheter ça. C'est vrai que c'est moins visible. Ah ben oui. Parce que les vêtements sont moins bien faits parce que quoi? Non, c'est pas le problème. C'est que vraiment, c'est moins visible. Il y a plus de logos aujourd'hui qu'à l'époque. Mais c'est pas des logos, c'est un style. C'était des vêtements très difficiles à porter. À l'époque de Balenciaga, regardez les vieux films de Audrey Hepburn même. Oui, mais là vous prenez l'extrême. Les femmes étaient habillées quand on s'habille chez Dior, Marc Bohan, prêt-à-porter, la libre Miss Dior. Moi, je parle pas de prêt-à-porter, je parle de la couture. Oui, mais moi, je vous parle de prêt-à-porter parce que vous avez fait surtout. Après, vous avez fait que du prêt-à-porter. Oui, mais c'était déjà presque comme maintenant. On pouvait mettre ensemble des choses, déjà. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué. Parce que... Je pense que... Et moi, je dirais que c'est plus simple. Ah, moi pas. Moi, je trouve que c'est plus compliqué. Il faut en même temps suivre. Il faut quand même avoir une personnalité. Il n'y a plus de tendance quelque part. Il faut avoir une personnalité. Okay, bon, il faut savoir mélanger les vêtements. Très difficile à faire. Déjà, chez les journalistes, c'est compliqué. Chez les femmes qui s'habillent, c'est encore plus compliqué. Il faut les trouver, les vêtements qu'on veut. C'est pas aussi facile que ça. Voilà. Non, c'est très... Moi, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Mais enfin, maintenant, par exemple, un truc qui aide beaucoup, c'est Internet. Internet. Avant, pardon, celle qui habitait à Lyon, à Strasbourg, je ne sais où. Si vous croyez... Comment elle accédait aux maisons qu'elle voyait dans le L? Elle avait il y avait un multimarque. Il y avait la multimarque. Ok. Bon, voilà, ok. Si elle n'avait pas... Enfin bon, dans le multimarque, il y avait 5 marques. Et puis, s'il n'y avait pas Gauthier, qu'elle voulait du Gauthier, elle faisait Il y avait. En France, aujourd'hui, on va sur Internet, on a tout. L'accès, il est beaucoup plus facile aujourd'hui. Non, moi je crois pas. C'est très différent, à mon avis, d'acheter tout seul ou d'acheter avec une dame d'une boutique de l'époque qui vous conseillait, qui vous disait, etc. Ouais, d'ailleurs, aujourd'hui, on achète sans essayer, donc vous voyez bien. On achète. Enfin, disons que moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué. Bon, pour moi, je pense. Je me demande si aujourd'hui, les femmes, elles achètent un vêtement d'une marque, elles achètent
ce que ça véhicule par rapport au discours de cette marque, etc. Mais est-ce que c'est par rapport à ce qui leur va, comment elles se sentent, si elles vont bien se sentir? C'est assez compliqué, en fait, cette démarche d'acheter, en effet, sans essayer. Il n'y a plus ce rapport humain qu'il y avait dans les boutiques où la vendeuse avait sa cliente et elle se connaissait, et elle savait ce qui lui allait, qu'elle avait des petits mollets, des gros mollets, des gros bras, des machins. Qu'elle aimait non, pas mais en tout cas, qu'elle se sentait bien dans ce... Oui, Allô, madame machin, j'ai reçu des trucs formidables pour vous. Voilà. Ça n'existe plus. Voilà. Et vrai, donc, c'est plus compliqué. Vous n'avez plus l'intermédiaire qui vous aidait. Et pourtant, alors vous disiez d'ailleurs dans les années 80 aussi que les gens ne s'intéressaient plus à la mode. Vous pensez que c'est encore moins qu'avant. Mais aujourd'hui? Ma mère s'habillait le matin, l'après-midi, le soir. Bah, c'est sûr. Oui, mais moi, elle travaillait pas, votre mère? Bien sûr que non. Elle avait quelqu'un qui s'occupait de vous? Oui, bien sûr. Bon, alors, de toute façon, mais c'était c'était un autre monde. Oui, donc, elles avaient le temps de se pouponner. Bien sûr, non, mais je dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, c'est très différent. Et en même temps, aujourd'hui, ça n'existe pas une femme qui sort de chez elle et qui dit « Oh, je me suis habillée n'importe comment ». Mais en fait, aujourd'hui, j'arrive pas à penser que des gens ça doit exister, un rapport aux vêtements. Oui, mais alors, totalement... non, enfin, on peut pas être indifférent aux vêtements. Tout vêtement dit quelque chose. Et on lui fait dire quelque chose. C'est possible. Moi, je dis que d'abord... J'ai du mal à croire ça, moi, en fait. D'abord, je trouve que les femmes ont... Aujourd'hui, une femme est jeune jusqu'à assez tard. Quand même. Ça, je peux pas vous dire. Attention à ce que vous dites. Mais jusqu'à assez tard, quand même. Et les hommes, encore plus. Dans les grandes villes. Après, dans les petites villes, c'est différent. Mais dans les grandes villes, les femmes... d'aujourd'hui, d'un certain âge, continuent à s'habiller souvent comme les filles qui ont 20 ans de moins, en tout cas. Et c'est pas du tout, c'est même très bien. Aujourd'hui, il me semble que le corps est devenu plus important que le vêtement qui le couvre. Ah, c'est bien, je suis d'accord avec vous. Et vous. donc ça a été une évolution formidable. Et donc on dépense plus d'argent pour la peau, les cheveux, les ongles, les massages, le pas bouffer, bouffer que des choses très chères, pour ne pas grossir, hein, que pour des vêtements à la fin. Ouais, et c'est formidable. C'est pas mal, ça, je suis d'accord avec vous. Mais donc, les vêtements sont devenus un peu moins importants qu'autrefois où le corps. Ouais, mais je pense que quand même, si ces femmes font autant d'efforts pour rester sveltes et jeunes. Oui, bon, mes femmes. Hein. Enfin, les deux. Ouais, mais on peut pas dire ensuite qu'ils vont négliger leurs vêtements. Ça va pas, ça marche pas. C'est moins important. Et en tout cas, ils peuvent s'habiller comme des gens plus jeunes. Oui. Déjà. Oui, bon, d'accord. Des gens plus jeunes, donc ça veut dire des choses moins chères, souvent. Bah, enfin, disons qu'on peut mélanger le cher et le pas cher. Oui, mais ça, c'est déjà et le nouveau. Oui, mais là, on est déjà dans une catégorie presque de... Je dis pas professionnel, mais enfin... Ok, Angelo, mais vous, les femmes à qui vous vous adressiez à l'époque, c'était les femmes dont on parle là. C'était pas la boulangère de, je sais pas moi, Varangeville-sur-Mer. Enfin bon. Bah, je sais pas. Bah, quand même. Non? Non, je ne sais pas. Ou peut-être avec Tarladzi 2, j'en sais rien. Mais non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je m'adressais pas aux femmes, je m'adressais à des magasins déjà. Et les femmes, ça venait après. Je ne sais pas. Je crois qu'aujourd'hui, tout ça a changé. Tout a changé. Enfin, moi, je vois bien, quand vous pensez à ce que vous dépensez pour les salles de gymnastique, pour des histoires comme ça, qui n'existaient pas autrefois. Des hommes musclés d'aujourd'hui, des mecs qui ont 40, 50 ans, ils vont dans les salles de sport pour être aussi bien foutus que des mecs de 20 ans. Vous imaginez qu'après, ils achètent un costume chez Jonas. Et pas, ils vont pas chez Lanvin, qui a fermé d'ailleurs. Ben oui. Ah ouais, mais bon. Vous imaginez des maisons comme Lanvin, Faubourg Saint-Honoré, pour hommes. Ils avaient tout l'immeuble. Et au premier, il y avait les chemises. Au deuxième, il y avait le machin. Et ça fonctionnait hyper bien. C'était du sur-mesure et du potin. Eh ben, ils ont fermé. Alors, ils sont partis où, ces hommes qui s'habillent chez Lanvin? Ben, parce qu'ils s'habillent n'importe où. Tout leur bas. Ouais, enfin, c'est pas pareil. Vous voyez bien qu'un costume chez Zegna ou Lanvin, c'est pas le même que le costume chez H&M ou COS. Et on va chez Zegna, ça coûte le quart du pot de ce que ça coûtait chez Lanvin. Oui, bah peut-être. Même très cher. Oui, bah et donc il y a quand même encore des... Non, mais
c'est incomparable, le prix. Ouais. Il y avait des tailleurs sur mesure dans Paris, il y en avait, Chiffonelli, tout ça, il y avait beaucoup. Bah, il y en a presque plus, je crois. Bah parce que déjà, les hommes portent plus vraiment de costumes. Mais non, mais c'est pas le problème. Autrefois aussi, ils avaient des vestons tout seuls, des pantalons. On faisait alors ça veut dire quoi? Ils vont s'habiller où aujourd'hui? Mais parce qu'ils sont mieux, ils ont une vraie taille d'abord. Souvent. Autrefois, ils étaient minces dans le dos, tout d'un coup avec un ventre comme ça, des petites épaules, des mains. Parce qu'ils foutaient rien. À partir de 35 ans, ils étaient moins bien foutus. Voilà. Ah ouais, donc il leur fallait 2 fentes au dos, le n'importe. C'était du sur-mesure, on mettait des épaulettes, voilà. Ah, c'est drôle, parce que j'avais jamais pensé à ça, que parce que, en fait, aujourd'hui, ils prennent soin d'eux, finalement, tout leur va, et que c'est moins compliqué, le modélisme. Et puis, c'est plus dans le coup de se dire... Enfin, ça remplace pas les matériaux, la façon d'un costume, c'est quand même pas pareil, quoi. Arrêtez. Mais qui regarde ça? Bah, si, en fait, quand on regarde, on regarde. Moi, je vois pas... En fait, d'abord, on va se dire un truc... Et le prêt-à-porter d'aujourd'hui est hyper bien foutu. Oh, c'est vrai, vous avez raison, non, mais on s'habille pour qui, en fait, dans la vie? Moi, je sais pas, personnellement, je m'habille ça, pour je sais pas. Bah... Quand on a une sensibilité à ça, on a envie de se plaire d'abord à soi-même, c'est pas pour les autres. Non, mais enfin, bon, si j'ai besoin d'un blazer bleu marine, vous allez où? Pas mal, je vais chez Armani. Parce qu'il est plus léger que chez les autres. Bon, eh ben, j'ai une taille précise, je mets mon main. La seule chose, des fois, c'est de raccourcir les manches. Mais de tout, il me va. Bon, bah, Armani, c'est pas mal. Pas, ah, mais je dis pas que c'est très bien. Mais ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher que si je faisais faire à l'époque le même sur mesure. Beaucoup moins cher. Moi, je trouve que la mode aujourd'hui, en prêt-à-porter haut de gamme, c'est insensé les prix. Mais c'est rien par rapport à... Mais c'est rien, mais c'est pas possible. L'autre jour, je vais chez Prada à Turin, j'essaye un pull que je trouvais pas mal parce qu'il y avait une espèce de balconnet intégré. 1500 balles. Bah oui, mais bon, non. Une jupe en jean, 700 €. Bah oui, mais alors à l'époque, c'était pas ces prix-là. Paris-Venise en Orient Express. Premier prix 3005, deuxième prix 12 000, je crois. Tout est pris jusqu'en 2025. Donc il y a de l'argent. Oui, non mais ok, mais enfin bon. Donc le balconnet de Prada, à mon avis, se vendra très bien. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Non, mais pour vous dire, il y a vraiment de l'argent. Moi, je ne peux pas 1500 € dans un pull. Mais c'est très bien. Et je pense qu'il y a plein de filles comme moi. Ah ben sûrement. Mais quelqu'un va copier, si cette chose est bien, il va être copié d'ici 3 jours, et vous l'aurez chez Zara, oui, n'importe, enfin, chez d'autres. Ça non plus, c'est pas le... Aujourd'hui, il y a Zara aussi, qui n'existait pas autrefois. Non, absolument. Ah ouais, c'est vrai. Et qui est quand même de mieux en mieux, de en mieux fait, en mieux. En plus, il faut le dire. Et qui est très bien. Pour terminer, alors, vous disiez, alors je reprends une de vos citations. Attendez, c'était en 82. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit encore? La mode en peinture. Alors, qu'est-ce que vous disiez? Non, moi, je ne sais pas. J'en ai dit beaucoup. Hein. Ah, hiver 82-83. Interview de José Alvarez. Je n'ai pas la prétention de durer, mais simplement de laisser une trace. Alors, ça, c'est l'espoir. On est en 2022. 22. Alors, est-ce que vous avez laissé une trace? Ah, ça, j'en sais rien. C'est à d'autres de me le dire. On verra ça avec la On verra ça, hein, pour l'instant. Mais je pense que dans la mode actuelle, vous ne sentez pas quand même... Est-ce qu'il y aurait des créateurs où vous sentez une filiation un petit peu? Comme vous avez pu avoir sûrement des héritiers qui vous ont... Je ne sais pas. Ça, je ne sais vraiment pas. Vous regardez la mode aujourd'hui? Oui, toujours. Il y a des choses qu'on a fait tous. Hein. Il y a des choses qui reviennent dans la mode. Alors, est-ce qu'ils ont vu des vieilles photos ou est-ce que ça revient par hasard? Je ne sais pas. Jamais vous vous dites, tiens, ça, c'est vraiment... Je me dis, tiens, ça, j'ai déjà fait. Mais c'est tout. Est-ce qu'on peut dire que tout a déjà été fait dans la mode? Non, j'espère que non. Et en tout cas, il y aura une façon d'assembler différents vêtements que peut-être personne n'a fait avant. Oui, c'est toujours ça. Donc c'est déjà ça. Donc c'est déjà ça. Merci beaucoup, voilà, Angelo. merci.